Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. C'est le samedi et comme tous les samedis, je vous invite dans cette vidéo hebdomadaire où nous parlons de la macroéconomie, des différentes tendances qui se dessinent sur les marchés financiers. Donc je rappelle juste le format que dans ces vidéos, nous faisons point vraiment global, ce qu'on appelle dans le argot de trading le big picture. On ne parle pas vraiment des cas concrets, des sociétés concrètes. Pour ça, j'ai d'autres catégories de vidéos que je vous invite de regarder. L'objectif de cette vidéo est de comprendre dans quelle situation globale on est parce que c'est vraiment des piliers d'investissement que je propose au sein de projet Mind du Cash. Donc il faut toujours comprendre l'économie globale, puis il faut comprendre les fondamentaux et regarder l'image technique pour bien choisir le momentum et comprendre le mouvement, la dynamique des différents actifs. Donc, comme d'habitude, encore une fois, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et s'il vous plaît, mettez des likes, ça me fait beaucoup plaisir. Et je vous remercie énormément pour des nombreux commentaires que j'ai reçus pour mes précédentes vidéos. Ça me fait beaucoup plaisir. Je note particulièrement la qualité des questions qu'on me pose. C'est vraiment, je suis très content comment la chaîne se développe. Donc, et pour que notre communauté grandisse, pour qu'on puisse échanger encore plus, mettez-moi des likes s'il vous plaît ou les dislikes avec un petit commentaire sur ce que vous n'aimez pas ou ce que vous trouvez qu'il faut améliorer sur la chaîne Mind du Cash. Voilà, donc aujourd'hui, on commence comme d'habitude par le radar de la situation économique que j'utilise depuis déjà, moi je pense, plus une année déjà, voilà, donc c'est depuis pas mal de temps. Donc on commence à partir des indices américains. On va s'arrêter pas mal dans cette vidéo, on va parler beaucoup de l'indice S&P 500 parce que c'est par rapport à l'indice S&P 500, je sais que vous êtes pas mal intéressés, principalement la plupart de vous sont intéressés par le marché français, mais c'est les indices américains qui dirigent l'économie mondiale, ou pas, c'est la situation actuelle, mais dans tous les cas, ce que font les États-Unis, en gros, les autres marchés, ils suivent plus ou moins de même manière. Donc, et on va parler dans cette vidéo, on va parler pas mal de l'analyse technique, parce que je sais que... D'ailleurs, en France, j'ai remarqué, c'était un petit peu, je fais une petite parenthèse déjà, qu'il y a, quand on tape sur YouTube, en fait, quand on cherche les vidéos sur la bourse, donc pour apprendre à investir en bourse, la plupart des chaînes, ils parlent que de l'analyse technique. C'est assez surprenant, en tout cas pour moi, c'est que parce que l'analyse technique, effectivement, c'est quelque chose assez intéressant, mais je le vois comme un outil supplémentaire par rapport dans la stratégie globale d'investissement. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une approche qui est très populaire en France. Et si vous voyez un peu les raisons pour ça, je suis intéressé, donc je suis preneur à savoir pourquoi en France on aime tellement l'analyse technique. Mais dans tous les cas, moi je vais parler pas mal de l'analyse technique dans cette vidéo. Sur l'exemple de S&P 500 parce que vraiment les mouvements de cette semaine ça a été dirigé justement par des phénomènes techniques que je vous ai déjà présentés dans mes précédentes vidéos hebdomadaires le samedi dernier et le samedi d'avant. Voilà. Donc les indices américains ils sont en plein rebond, donc malgré tous les problèmes qu'on a, malgré les chiffres économiques qui font peur, malgré l'amélioration, bon soi-disant l'amélioration, ça on va voir tout à l'heure, de nombre des personnes infectées dans le monde et dans les différents pays de l'Europe aux États-Unis, qui pour les marchés est en train de s'améliorer. Bon, je ne vois pas énormément d'amélioration. Là, je vais juste jeter un œil sur les graphiques de coronavirus dans le monde. Donc ça, c'est le monde entier. Donc on voit que bon, ça augmente. Bon, je ne vois pas énormément d'amélioration, mais quel que soit mon avis, en fait, ça c'est très important que ce que compte pour nous ici sur la chaîne Mind du Cash, c'est ce que pense le marché. En tout cas, le marché, comme je vous ai dit déjà il y a 3 semaines et je le répétais dans toutes mes vidéos hebdo, il attend des bonnes nouvelles sur les statistiques des personnes infectées dans le coronavirus pour qu'elles commencent à diminuer. En tout cas, au milieu de cette semaine, il y a eu des news comme quoi sur Bloomberg, sur des chaînes très respectées, comme quoi il y a un nombre de personnes infectées commence à diminuer, que la situation commence à se stabiliser. En tout cas, moi je ne le vois pas nécessairement sur les graphes, mais peut-être le marché, la lecture du marché de ces statistiques est différente que la mienne, parce que moi je ne vois pas énormément d'amélioration, mais en tout cas je ne vois pas de quoi on pourrait se réjouir dans ce cas-là. Donc là je vous laisse jeter un œil, parce que en fait la ligne rouge c'est le nombre de personnes infectées. Après, la ligne verte, c'est les personnes qui ont guéri, et la ligne blanche, qui est les personnes qui sont malheureusement décédées. Donc,
bon, il y a une petite amélioration, on peut parler de la petite amélioration en Allemagne, mais en France, je trouve que ça a reparti encore. Donc, selon ce graphique en tout cas. Honnêtement, je suis un petit peu en diète médiatique, je ne regarde pas les chaînes généralistes. Donc, excusez-moi d'avance si je ne suis pas au courant des derniers, peut-être, actualités qu'on voit sur le journal de 20 heures ou des émissions similaires. Moi, je ne regarde pas la télé, donc j'essaye de ne pas le regarder. Et dans tous les cas, moi, je regarde les statistiques secs que je vois sur les sites. Pour moi, ça ne me donne pas l'impression que la situation a tellement s'amélioré. Mais dans tous les cas, encore une fois, comme je vous dis, ce qui compte ici sur la chaîne Mind the Cash, c'est que le marché il le considère comme une amélioration. Donc, on a cassé le niveau que je vous répète toutes les semaines, toutes ces dernières semaines de 2600 et vous avez vu comment l'analyse technique, deux fois, ça marche très bien. Tout de suite, là, le mouvement, il était accéléré, donc on a eu vraiment une envolée des bourses pour atteindre des niveaux de 2007, s'approcher de 2800. Avec le prochain niveau que je vous ai aussi indiqué dans mes précédentes vidéos, c'est 2000 que je situe à 2850 à peu près. Et c'est à partir de ce niveau-là que je vais commencer à m'enquitter un petit peu parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai acheté pas mal d'actions sur cette chute qu'on a vécue en février et en mars. Et bon, évidemment, c'était une très bonne nouvelle pour ce portefeuille, mais je pouvais commencer à passer en short. Bon, en tout cas, je vais vendre une partie de ma position après, si on dépasse 2850, parce que je considère déjà pour passer ce niveau, ça va être un peu compliqué parce qu'il faudra des fondamentaux plus solides pour justifier, pour casser ce niveau. Donc on verra plus en détail quand on va vous regarder l'image technique, mais dans tous les cas, c'était une semaine de rebond sans aucun souci, sans aucun doute, pardon. Et on a cassé le seuil que je surveillais de près, que j'ai répété énormément, 2 fois. Et maintenant, on se redirigeait, je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter, ça dépendra des nouvelles sur coronavirus, sur les nouvelles de la réserve fédérale, etc. etc. Voilà, donc ensuite, l'indice de la peur, le WIX, peut-être il faudrait que je le mette plus haut parce que c'est très important. Là, elle est descendue, elle a largement descendu parce qu'on était proche de 80 à un moment donné. Et juste pour vous rappeler ce que c'est l'indice de VIX, l'indice, bon, il est construit avec des options, ça c'est des produits où j'ai beaucoup d'expertise. Et en fait, elle représente la nervosité du marché. Je ne vais pas trop rentrer en détail parce que ça va vite devenir très technique, mais en tout cas, plus c'est élevé, plus les marchés sont nerveux, donc du coup, plus il y a de volatilité. Je peux vous montrer en graphique long terme, si vous voulez, vous allez tout de suite voir sur ce graphe que quand il y a eu des crises. Voilà, donc ça c'est la crise 2008-2009, voilà, donc là on était au plus haut, là ça c'est la crise actuelle de coronavirus, on est monté jusqu'à, moi je pense que c'est mensuel, donc du coup on a monté bien plus haut au pire moment de la crise de coronavirus, mais en tout cas les mois, le mois le plus haut que le mois était fermé, c'était à 50 et quelques, 53 et 54. Voilà, ça c'est 2008, ça doit être les crises, voilà, ça c'est la crise des dot-com certainement. Voilà. Ça c'est la crise russe, ça c'est la crise de défaut de paiement de la Russie. Voilà, vous voyez, donc c'est sur cette image tout de suite on voit où il y avait le plus de nervosité sur les marchés financiers. Voilà, donc ça c'est ce que c'est le WIX. Là maintenant où il est descendu de ses plus hauts, donc, mais la nervosité reste dedans, elle reste dans le marché, juste pour vous donner une comparaison que au moment de l'euphorie des marchés de l'année dernière, on était à 16-14. Mais ça c'était le plus bas historique par contre, ça c'était vraiment exceptionnel mais dans un sens inverse. Pour l'instant, ce que je vous dis toujours que la vraie crise va commencer, c'est quand il y aura des tensions sur le marché des taux, le marché des obligations. J'ai enregistré il y a quelques semaines une vidéo quand j'ai eu vraiment peur parce que j'ai vu que les taux commencent à remonter. Si par exemple aujourd'hui, suite à toutes ces injections monétaires, on voit une inflation dans les produits, dans les magasins, si vous voulez, juste pour simplifier, si on voit l'inflation sur ces produits, et dans ce cas-là, on est vraiment dans une situation très très grave. Comme je disais dans une des vidéos précédentes qui était consacrée à l'inflation, ce n'est pas mon scénario de base. Je pense que l'inflation va rester basse, elle va rester dans les marchés financiers. Probablement, l'argent qu'ils ont imprimé vont certainement rester dans le marché de dette
et probablement le marché d'actions. Peut-être ça va se ressortir encore sur d'autres marchés, typiquement d'ailleurs les bitcoins, pourquoi pas, parce que ça c'est un marché peu liquide, et c'est en fait vraiment la mer de liquidité qu'ils ont injectée, elle sera certainement suffisante pour le marché de dette et pour le marché de l'action. Peut-être qu'ici il y en aura trop, cette liquidité devrait aller quelque part, et peut-être même s'il y a une minuscule partie de ce que la Fed a injecté ira sur le marché des crypto-monnaies, ça peut littéralement exploser ce marché également, qui encore une fois très peu liquide. Voilà. Donc pour le moment, en fait, il n'y a pas de tension sur la dette. Donc la dette américaine reste très bas. On est au plus bas historique. On est à 72%, 73% presque pour le 10 ans américain. Le taux allemand dans le territoire négatif. Donc il n'y a pas de problème visible pour le moment des tensions sur le marché de dette. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de plus grave parce que tout le reste on pourra gérer. Mais si les injections monétaires commencent à donner des effets de bord, on le verra tout de suite sur les taux. Si le taux commence à remonter spontanément sans raison, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans le système financier. Et ça va être très grave. Ça, il faut surtout surveiller. Ça, c'est vraiment l'indicateur principal des principales. Donc, ces marchés sont plus importants que le marché d'actions. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire quels sont les indicateurs qu'il faut vraiment regarder de près. Voilà. Maintenant, je regarde les performances sur la semaine. Donc, bon, les indices américains, bon, voilà. Vous étiez prévenus que la forte hausse, malgré les mauvaises statistiques, et compte tenu de la psychologie de marché et des configurations techniques qu'on observait les 2 dernières semaines, la forte hausse était probable et elle a eu lieu cette semaine. Donc, j'espère que mes analyses de mes semaines précédentes vous ont servi pour améliorer vos performances. Vous étiez également prévenu pour le pétrole, je vous ai dit tout, vous voyez sur vos écrans. Pour le pétrole, on va en discuter, ça sera une partie à part de cette vidéo. Donc je sais qu'il y a eu OPEP+, j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ce qui s'est passé hier et avant-hier. Donc voilà, donc bon, à part ça, après il n'y a plus grand chose à noter. Donc bon, l'Apple qui l'a monté, ça c'est normal. Bon, il n'y a pas vraiment d'autres indicateurs à regarder. Je vais tout de suite passer sur l'analyse de S&P 500, l'analyse technique. Voilà, donc avant de commencer, juste, je voulais vous dire que parler un petit peu de l'analyse technique, ça sera un petit peu philosophique. Je sais que je sors un petit peu du périmètre de la vidéo, mais je pense que c'est toujours bien parce que ça vous permet peut-être d'apprendre un petit peu plus. En tout cas, je partage mes expériences, je vous explique comment j'utilise cette analyse technique. Il y a des différentes façons de voir ces approches. Moi, je les regarde surtout par rapport à des niveaux. Parce que quand il y a toujours, on vit dans le monde réel. Donc le monde réel, évidemment, c'est les fondamentaux. Donc, et les niveaux techniques, ils vous permettent d'imaginer où le marché peut aller dans tel ou tel scénario. Typiquement, la semaine dernière, si vous avez vu ma vidéo de samedi, j'étais en train de vous dessiner les différents scénarios si on passe le niveau de 2600 ou si on ne le passe pas. Donc, et je vous disais clairement que effectivement, techniquement, sur l'image technique, c'est visible que ce niveau il est important pour le marché. Important pour le marché, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de positions qui ont été prises, dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous dépassez ce niveau, il y aura forcément beaucoup d'ordres qui seront soit perdants, soit gagnants. Donc, les ordres perdants, c'est les ordres souvent quand il y a beaucoup de personnes qui ont shorté le marché, et en passant ils commencent à clôturer ou être forcés de clôturer leur position short, et quand ils clôturent leur position short, ils sont obligés de racheter leur futur. Donc, quand ils rachètent leur futur, ça fait augmenter le marché. Et aussi, il y a des différents algorithmes techniques qui surveillent aussi ces marchés. Ça, c'est comment ça s'appelle? Il y a un terme, corrigez-moi si je me prononce bien, ça s'appelle prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que quand tout le monde y croit, ça marche. Donc ça, c'est vraiment un des fondements de l'analyse technique, c'est que si tout le monde voit à ce niveau, donc il y aura énormément du trading algorithmique autour de ces niveaux. Donc, et forcément, une fois qu'on a passé ce niveau, une fois qu'on s'est stabilisé légèrement sur ce niveau, toutes les autres, il y a eu trois séances de hausse consécutives sans aucune raison. Et ça, c'est vraiment
ça c'est vraiment le côté illogique de l'analyse technique. Rien s'est passé dans l'économie réelle, donc il y a eu même des mauvaises statistiques, mais pourtant les marchés ont monté. Donc ça arrive assez souvent quand on est proche des seuils vraiment béton comme ça, comme 2600. Donc ça n'a rien de surprenant. Donc du coup, un de ces scénarios que je vous ai dessiné la semaine dernière, qui était pour moi d'ailleurs le plus probable, qui s'est réalisé, maintenant on est parti vers... Je suis même pas certain qu'on s'arrête là, on peut certainement monter jusqu'à là, 2850, 2870. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudra franchir cette ligne centrale de grande canal qui dure depuis 2008-2009. Et ça va être très difficile. À mon avis, là, une fois qu'on s'approche ici, là, voilà, par exemple là, donc là, on est déjà à 1900 et quelques, on s'approche à 3000. Et en plus, c'est en seuil psychologique. Vers les 3000, je pense qu'on ne pourra pas le franchir dans l'avenir proche. Donc après, c'est à vous de décider comment vous tradez les marchés, si vous faites du trading et pas l'investissement à long terme. Mais faites gaffe, il faudra probablement faire jouer la baisse ou en tout cas sortir de la position haussière avant ces niveaux de 3000, parce que je ne pense pas qu'on va même pouvoir s'approcher de ces niveaux dans la situation actuelle. Parce que vraiment, pour s'approcher à ces niveaux, il faut un fondamental puissant. Il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment très important qui se passe. Par exemple, il faut que les confinements soient arrêtés dans la plupart des pays d'Europe. Il faut que les États-Unis, les statistiques aux États-Unis commencent à s'améliorer largement. Et on n'est pas du tout dans cette configuration. Donc aujourd'hui, avant je disais qu'on va franchir certainement sur une moindre bonne nouvelle sur le coronavirus qui est arrivé au début de cette semaine, le seuil de 2600, et maintenant je dis que je pense qu'on aura du mal d'avancer au-delà de 1850. Donc 2850 pour moi c'est le prochain niveau de technique, encore une fois, sur S&P 500 que moi je surveille de près. Il est là, ce niveau, et c'est là où il faudra réfléchir ce que vous faites. Moi je ne veux pas vous dire pour l'instant ce que je veux faire parce que j'ai encore quelques hésitations moi-même. Mais dans tous les cas, pour moi, dans les situations actuelles, je ne vois pas comment, avec quel, je vois pas de l'essence pour franchir un autre niveau puissant. Donc voilà, parce que là, la situation reste dramatique. Et si on ne le franchit pas, par contre, là, on aura des gros problèmes après, par la suite. Là, je pense qu'on ira, à partir d'ici, on peut aller très vite retester ce bas de canal à 2300. Voilà, par là, quelque part. Et là, ça nous ouvrira probablement d'autres opportunités à acheter des actions à ces niveaux-là. Je veux juste rappeler, en fait, si vous n'avez pas suivi mes vidéos précédentes, avec mon portefeuille, moi, j'ai commencé à charger les actions à partir de niveau, partir là, quelque part. Je n'étais pas au plus bas. En fait, j'ai acheté beaucoup d'actions en fait à l'époque, dans ce moment-là, et donc du coup certains j'ai acheté un petit peu plus haut. Il y a eu certains que j'ai acheté même à 2500, je crois. Après j'ai acheté à 2004 et il y a certaines que j'ai acheté presque plus bas. Donc du coup j'ai moyenné un petit peu pendant cette baisse. Mais j'ai acheté que des actions de grande qualité. Revenez sur mes vidéos, je ne veux pas me répéter parce que sinon la vidéo sera très longue. J'ai acheté que des actions de ce que j'appelle de la catégorie A. Si vous voulez, je peux vous la remontrer parce que je le fais souvent, c'est super important cette partie-là. Voilà, ça c'est des actions qui... C'est pas tout ce que j'ai, hein, c'est juste... Ça c'est la liste des actions que moi j'achète quand les marchés ont moindre baisse importante des marchés. Donc une fois qu'on passe le premier niveau, j'achète ces actions. Si vous voulez mettre en pause la vidéo pour voir ce que c'est exactement, donc faites-le. Et si en fait on rebaisse vers ces niveaux-là, je vais encore charger le portefeuille avec les actions qui font partie de cette liste. Donc voilà, je vais faire une petite pause. Je vais faire un point un petit peu philosophique. Vous savez, c'est que l'analyse technique, il est très utile pour déterminer quand vous achetez quoi. Je vais vous dire par exemple que, ok, à ce niveau-là, je vais acheter des actions de très grande qualité, ok. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce que va faire le marché. Donc,
D'ailleurs, je reçois beaucoup de questions auxquelles à chaque fois je réponds un peu la même chose, que personne ne sait les mouvements de marché. Donc on me demande souvent où va aller le marché, où va telle ou telle action. Donc moi, je ne le sais pas, je peux juste donner les contextes, je peux donner les probabilités et je peux donner les niveaux qu'on peut atteindre dans tel ou tel scénario, qui peut être positif ou négatif. Donc après, c'est à vous de déterminer selon votre système de trading, selon quand est-ce que vous achetez, quand est-ce que vous vendez. Mais dans tous les cas, par exemple, ce niveau, il est évident, là, 2004, 2002, et c'est à ces niveaux-là, moi, j'achète des actions de très grande qualité. Parce que, vu que je ne sais pas ce qui va se passer après, si avec ces actions, les marchés rechutent jusqu'à je ne sais pas combien, là, jusqu'à là, par exemple, ok, je vais juste attraper la ligne. Si ça rechute jusqu'au là, donc ça c'est une chute catastrophique, avec des actions comme genre Microsoft, Google, Facebook, LVMH, Hermès, bon la liste est longue, la liste que je voulais bien de voir, elles vont baisser. Je ne vous dis pas que les actions, si les marchés continuent à chuter, que ces actions ne vont pas baisser, mais elles vont baisser moins que les autres. Et moi, je dors tranquille quand j'ai ces actions dans le portefeuille, même s'ils sont fortement dans le rouge. Parce que tout simplement, une fois que les marchés reprennent, je suis certain que ces actions vont survivre. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'achète à ce niveau-là, si j'achète Renault, je ne sais pas qui va survivre là, sur ce niveau-là. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer avec l'économie, ce qui va se passer avec la consommation mondiale ici. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce niveau-là, même avec les sociétés plus solides comme Capgemini, comme Total, comme Vinci, comme n'importe laquelle. Je peux vous citer plein de sociétés que je n'achèterai pas ici. Mais par contre, quand on descend à ce niveau-là, on peut acheter tout n'importe quoi pratiquement. Parce que ça, c'est déjà quasiment tout est vendu à la casse. Donc n'importe quelle action que vous achetez, en cas de remontée des actions, il va vous faire X fois votre mise. Donc ça, c'est des opportunités qui se présentent une fois tous les 10-20 ans. Donc, notre objectif en tant qu'investisseur et trader, arriver à ce niveau-là avec du cash. Et peut-être on peut être un petit peu dans les actions qui ont énormément chuté, mais il faut que ces actions soient très fiables. Il faut que ces actions, ce soient de top qualité qui vous permettent de dormir tranquille et être sûr qu'une fois que ça repart, c'est juste une question de temps, vous allez récupérer votre mise et en plus, pendant cette période de crise, vous allez toucher les dividendes. Parce que les sociétés comme Microsoft, ils ne vont pas couper les dividendes, ils ont plein de thunes. Ils ne savent pas quoi faire avec leurs thunes. Donc, ils vont forcément payer les dividendes, voire les augmenter. Ils peuvent se le permettre. Vous voyez la stratégie. En fait, c'est très important à comprendre que quand je dis il faut acheter Hermès ou Microsoft, c'est pas parce que je pense qu'ils vont pas baisser si les marchés rechutent. C'est juste parce que s'ils rechutent, ça me dérange pas, honnêtement. Oui, bon, c'est pas une bonne nouvelle. Je veux pas qu'ils rechutent, évidemment, mais ça me fait rien. En fait, quand vous investissez de cette manière, l'avantage, c'est que vous avez toujours l'esprit tranquille. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le marché, le marché peut faire tout ce qu'il veut, mais vous savez quoi faire à chaque niveau. Par exemple, à ce niveau-là, okay, que je viens de dire, on achète des grandes sociétés superbes. Okay, si le marché il descend vers, là c'est le niveau technique qui sera prochain, c'est en 1800 sur S&P. Sur ce niveau-là, on peut acheter déjà des valeurs un petit peu plus risquées. On peut aller sur les pharmaceutiques, on peut aller acheter sélectivement quelques valeurs automobiles. On peut peut-être un peu regarder même les bancaires, mais les plus solides, peut-être les bancaires, ça sera un peu compliqué d'acheter à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, ici, il y aura déjà une palette de choix des actions éligibles à ce niveau-là, beaucoup plus large. Ici, par exemple, j'achèterai Capgemini, probablement Airbus. Voilà. Ou Air Liquide, par exemple. Ici, j'achèterai aussi. Voilà. Mais j'achèterai toujours pas, par exemple, Netixis. Netixis, je n'achèterai pas à ce niveau-là. Parce que si ça rechute, je ne dors pas tranquille si ça rechute encore plus bas. Par contre, si ça rechute vraiment vers des niveaux de 2008-2009, là, je ne sais pas combien on était, bon, là, j'espère qu'on ne va pas aller jusque-là. On était à 700 sur S&P 500. Mais ici, on peut acheter tout. Je peux acheter Netixis, je peux acheter Renault, je peux acheter
toute la merde qui traîne sur la bourse mondiale. Donc voilà, parce que quoi qu'elle arrive, même si c'est une société complètement merdique, s'il ne fait pas faillite, mais même s'il fait faillite, les sociétés qui sont proches de la faillite et les marchés sont à ce niveau, ils sont cotés à quelques centimes. Ça sera des penny stocks, que l'on appelle. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer des trades qui sont similaires à des options. Donc, vous mettez genre une demi% dans votre portefeuille d'une position. Soit la société fait faillite, donc du coup, vous perdez une demi% de portefeuille, ce qui n'est pas la mort. Soit elle va vous faire 10 fois plus. Vous voyez ? Donc c'est ça l'approche en fait. L'approche c'est que à chaque niveau, il faut savoir qu'est-ce que vous faites. Et ces niveaux sont déterminés par l'analyse technique. C'est là où l'analyse technique est importante. Il faut surtout pas, je ne veux pas vous dire parce que je vais faire une mauvaise publicité pour d'autres chaînes que je respecte, mais il faut être vigilant quand l'analyse technique devient le cœur de votre système de trading. C'est probablement une erreur. À moins que par exemple, je vais vous poser des questions. Vous savez ce que c'est, par exemple, la distribution normale et la distribution log normale? C'est quoi la différence? Ou bien, vous savez, par exemple, qu'est-ce que c'est un écart type ou l'espérance mathématique? J'essaie de traduire les termes en anglais. Je suis désolé, je ne suis pas très à l'aise de parler ça. Donc, par exemple, vous savez comment backtester les systèmes de trading? Si vous ne connaissez pas ces termes, vous ne disent rien ou vous disent approximativement, vous voyez ce que c'est, mais pas exactement, dans ce cas-là, vous n'avez pas de système de trading. Dans ce cas-là, trader uniquement les techniques, c'est du gambling, en fait, c'est du jeu hasard. Donc, vous devez être conscient que vous jouez au jeu hasard et vous ne faites pas du trading professionnel. Si vous faites du trading professionnel, vous ne devez pas me poser des questions dans les commentaires. Quand j'achète à court terme, est-ce que ça vaut le coup? C'est votre système de trading qui doit vous le dire. C'est votre système de trading qui doit vous générer des signaux selon le paramétrage que vous avez fait. Donc, et c'est pas moi ni quelqu'un d'autre qui vous dira quand il faut acheter, quand il faut vendre. Donc, c'est pour ça que je répète encore, si vous tradez aujourd'hui, vous n'avez pas de système et votre motivation pour investir, votre motivation principale, c'est des indicateurs techniques, faites gaffe. Faites gaffe parce que il est très probable que vous faites réellement du gambling. Et en fait, ici, vous avez eu un track record positif. Probablement, vous pouvez devenir ce qu'on appelle dans l'argot encore des traders, une victime de la chance. Parce qu'effectivement, contrairement à d'autres professions dans le trading, on peut faire de l'argent sans rien connaître. Par exemple, si vous êtes un docteur, vous allez faire une opération sur le cerveau humain, donc sans savoir rien faire. Votre patient va certainement mourir. Et vous allez aller en prison certainement après cette opération. Mais dans le trading, vous pouvez réussir parce que vous pouvez tout simplement avoir de la chance. Et ça, c'est vraiment la particularité de ce métier. Mais ça ne va pas dire que vous êtes un bon trader, ça va juste parce que vous avez eu de la chance. Et encore pire que la prochaine fois, si vous avez quelques chances consécutives, vous commencez à avoir une confiance en soi et vous allez certainement mettre plus d'argent sur des trades et finir par se ruiner parce que finalement vous allez un jour se réaliser que ce que vous faites c'était juste des jeux hasard. Voilà, ça c'est une petite parenthèse que je fais, je sais que je suis parti un petit peu plus loin, mais je pense que ça va animer un petit peu plus cette vidéo parce que, comment dire, aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous dire à moins que les marchés ont dessiné exactement le même scénario que j'ai déjà évoqué la semaine dernière. Et voilà. Donc là, ça confirme que quand même le trading technique, quand il est utilisé, quand il est couplé avec les fondamentaux, c'est ça qui marche en fait. C'est pas le trading technique en soi, à moins que vous avez un gros automate, machin, comme je vous ai dit, hein, comme si vous êtes trader professionnel et vous avez développé un robot de trading super puissant que tout le monde personne ne peut battre. Mais je pense que pour la majorité de vous, peut-être pour tous, pour personne d'entre vous, c'est le cas. Donc il faut quand même vraiment se concentrer sur des choses que vous maîtrisez dans la finance, plutôt qu'essayer d'attraper un signal qui peut être un faux signal. Et vous n'allez pas pouvoir construire une stratégie long terme, parce qu'en fait, qui gagne régulièrement. En fait. Vraiment, le premier indicateur dans le succès du trading, c'est combien vous gagnez régulièrement. Donc, si vous arrivez à gagner en moyenne une certaine somme, mais régulièrement.
Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui peuvent faire, on va dire, un coup de chance sur la bourse, mais ça ne va pas dire que c'est des bons traders. Ça ne va pas du tout dire ça. Voilà, donc maintenant, ça c'est tout ce que concerne. Pour finir sur S&P, juste pour être clair, parce que j'ai parlé beaucoup, encore une fois, je suis assez bavard, désolé. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous trouvez que mes vidéos peut-être sont un peu longues. Si vous trouvez ça, je vais faire peut-être un petit peu plus court, mais bon, on verra. Dites-moi, ça m'intéresse beaucoup si les formats de mes vidéos, c'est pas trop long. Donc voilà, donc là maintenant, les scénarios qui sont encore une fois les plus probables, je ne dis pas que c'est comme ça que ça va arriver. Donc on va encore retester le niveau 2800 et pour moi le plus probable c'est à partir de 2850. On va repartir avec une nouvelle forte baisse, je ne sais pas sur quelle raison, certainement une mauvaise nouvelle, soit sur l'économie globale, soit sur le coronavirus. Bon, j'espère que ça ne sera pas sur le coronavirus parce que si on repart à encore une autre vague de confinement et tout ça, ça va être vraiment grave. Voilà, voilà. Donc maintenant, je passe au pétrole. Pétrole. Donc il a forcément chuté, comme vous avez vu. Donc ça, c'est ma sélection. Donc là, bon, globalement, la volatilité du pétrole aujourd'hui, c'est énorme. Donc, si la semaine prochaine, il monte jusqu'à 40 $, ou 50 même dollars, je ne sais pas, tout peut arriver. Gardez toujours dans la tête que la volatilité implicite, la nervosité, ça c'est un équivalent de VIX, si vous voulez, ici, pour le pétrole, aujourd'hui, elle est sur des niveaux qui n'ont jamais eu lieu dans l'histoire. C'est-à-dire que le mouvement de 10-15 $ sur le pétrole, c'est possible. Mais il ne faut pas me dire que genre demain ça bouge de 10 $, que voilà, Pavel, tu n'avais pas raison. Oui, en fait, quand je parle des fondamentaux. Avec une telle volatilité, avec une telle nervosité, moindre petite chose, moindre petit espoir sur le marché de pétrole peut vraiment faire exploser les cours. Mais la réalité, elle est telle que sur le marché spot, le marché où on s'échange... En fait, il y a deux grands marchés dans le pétrole. D'ailleurs, je n'ai jamais parlé de ça dans les vidéos. Pourtant, c'est une partie de mon métier. C'est qu'il y a en fait deux grands marchés. C'est le marché spot et le marché futur. Le marché spot, là où s'échange le pétrole physique avec une livraison quasi immédiate. Donc là, c'est des cargos qui arrivent, vous pouvez le prendre tout de suite, le pétrole. Après, il y a un marché de pétrole papier, ce qu'on appelle c'est les futurs, les CFD, les options, etc., etc. Et le marché papier représente une part bien plus importante que le marché physique. Donc, et ça, c'est vraiment, il faut bien comprendre que la part spéculative dans le pétrole, elle est énorme. Donc, ça veut dire que demain, si le pétrole monte de 10 $, ça ne va pas parce que c'est pas parce que l'offre et la demande a changé. Donc, c'est juste parce que les spéculateurs, ils ont réévolué, ou les autopans de trading, qui tradent également le pétrole à fond, ils ont reconsidéré quelque chose et ils ont fait en sorte que tous les futurs ont monté. Et donc, il y a toujours un écart entre le pétrole qui est tradé physiquement et le pétrole qui est tradé en papier. Et aujourd'hui, cet écart, il est plus de 10 $. Vous imaginez? Donc aujourd'hui, ce qui s'échange sur le marché physique, c'est de moins de 20 $. Et sur le marché papier, vous allez 23 pour WTI et 32 presque pour Brent. Donc il y a un énorme écart. Donc cela veut dire parce que le marché papier, il s'attend que les cours reviennent. Mais pourquoi il s'attend de ça? Parce qu'il y a des automates de trading qui étaient implémentés par Goldman Sachs, par Morgan Stanley et compagnie. Et leurs algos, ils croient qu'il va remonter. Mais encore une fois, c'est leurs algos. Ils peuvent se tromper comme nous tous. C'est pas, une fois que les marchés vont repartir à la baisse, ces algos vont changer d'avis. Donc ils vont changer d'avis très vite. Ils vont juste massacrer les prix de futur pour qu'ils rejoignent le prix de physique. Vous voyez, donc il faut quand même bien comprendre que la réalité physique sur le pétrole, elle est bien différente de la réalité virtuelle du pétrole papier. Je sais que c'est peut-être un peu technique pour ceux qui ne sont pas habitués au trading des futurs, mais ça arrive sur pas mal d'autres marchés aussi. Donc, cette semaine, elle a eu lieu la réunion d'OPEC, pardon, chaque fois je dis en anglais. L'enjeu de cette réunion, c'était combien elles vont réduire la production de pétrole. Et les estimations, après, bon, je ne veux pas rentrer en truc politique entre Donald Trump, la Russie, l'Arabie Saoudite, tout ça, parce qu'on avait déjà parlé de ça plusieurs fois. En tout cas, les États-Unis, ils mettent la pression sur la Russie et l'Arabie Saoudite pour réduire la production de pétrole. Et
les marchés, il a déjà anticipé avec cette réunion qu'il y aura une forte réduction de production et c'est pour ça qu'il a eu des mouvements haussiers aussi cette semaine, donc il y a eu énormément de volatilité. Mais, et avant cette réunion, il y a eu déjà une réduction entre 10 et 20 millions de barils par jour qui ont été déjà pricés dans le marché. Moi, ça me paraît absolument hallucinant. Je ne comprends pas comment Arabie Saoudite et la Russie vont baisser autant. Finalement, ils sont mis d'accord sur 10 millions. Et en plus, la Mexique, elle a essayé de s'échapper de cet accord, mais finalement, elle a été remise aux normes, on va dire, par les États-Unis. Donc, du coup, ils ont suivi. Mais en tous les cas, je ne sais pas comment les marchés vont s'ouvrir le lundi. C'est vraiment très intéressant parce que les marchés, en général, quand il y a une telle nervosité, selon mon expérience, rappelez bien ce que je vais dire, on va voir le lundi matin. Quand les marchés sont tellement nerveux, ils attendent qu'il y a une très bonne nouvelle. Parce que s'il y a une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle, ne pas une très bonne nouvelle, donc du coup, ils vont quand même chuter. Et donc, vu que le marché il a anticipé entre 10 et 20 millions de barils de coupures de production, s'ils se sont mis d'accord sur 10 millions seulement, en plus les États-Unis n'ont pas suivi l'accord, en plus le Mexique il a essayé de s'en débarrasser en montrant qu'il y a quand même un énorme désaccord au sein d'OPEP, je pense que ça peut être traité comme une mauvaise nouvelle et les marchés peuvent continuer à chuter encore le lundi. Pourtant, il y a en revanche, si les marchés considèrent que quand même cette chute, cette coupe de production elle est quand même historique, parce que ça n'a jamais eu lieu en fait. En tout cas, moi je ne connais pas. Je pense que la plus grosse coupe de production, c'était en 2 millions pendant la crise de subprimes. Mais c'est quand même une coupe historique. Mais les marchés savent d'avance que déjà la demande elle a baissé de 25 millions. Donc ça ne sera pas suffisant. Donc je ne pense pas que vraiment le marché va remonter à cause de ça, mais c'est quand même possible. Parce que quand même, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, que les algorithmes de trading peuvent prendre positivement et commencer à acheter du futur le pétrole. Je ne peux pas vous dire ça. Ça, c'est le marché. Si je le savais, je faisais mes vidéos depuis mon île privée. Donc voilà. Donc là, je ne connais pas comment. C'est vraiment très, très intéressant de voir comment les futurs pétroles vont s'ouvrir la nuit entre dimanche et lundi. Mais mon pronostic un peu à la louche, selon mon expérience, je pense qu'ils vont quand même chuter. Parce qu'ils ne vont pas être contents des résultats d'OPEP, malgré que l'accord a été trouvé. Mais ils vont considérer que cet accord n'est insuffisant ni par rapport aux besoins de la chute de la demande, ni par rapport aux désaccords internes qui se confirment de plus en plus au sein de l'OPEP. Voilà, donc c'est ce qui concerne le pétrole. Si vous voulez, on peut regarder l'image technique, mais ici c'est quand même compliqué parce que la nervosité est telle que tous les niveaux sont cassés à chaque fois qu'il y a une nouvelle. Donc je ne pense pas que l'analyse technique ici nous aidera beaucoup. Bon, donc là déjà on a des niveaux qui sont... On va quand même essayer de profiter de l'analyse technique pour essayer de comprendre ce marché, même si c'est compliqué. Voilà, donc pour aller chercher les niveaux les plus bas de cette année, c'était, bon, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrivé déjà. C'était il y a très long. Ça c'est des lits. Je vais prendre un monthly. Ça c'est 1900. Ça peut être un peu loin. Voilà, c'est en 2003, il faut aller chercher les prix qu'on a vus cette année. Donc, ouais. Et ici, il y a un énorme support. Voilà, typiquement, là, il y a un énorme support entre 22 et 22. Ça, c'est le Brent que je regarde. Voyez, encore une fois, c'est la même chose pour l'analyse technique. Cette vidéo sera consacrée à l'analyse technique presque. Donc, sur ce niveau, ça sera difficile de franchir. En plus, il y a un seuil psychologique de $20. Là, en plus, on descend en enfer directement pour les pétroliers, en dessous de $20. Donc, je pense que s'il y a une chute, on va s'arrêter probablement durablement autour de $20. Ceux qui sont des spéculateurs vraiment convaincus, ils peuvent spéculer à la hausse ici, mais je vous conseille avec des options. Mais par contre, les options sont très chères ici, parce que la volatilité sera à 300% ou 400%. Donc, du coup, ça va vous coûter cher de prendre les positions optionnelles.
Soit vous faites du intraday autour de ces niveaux avec des stops, mais des stops vont sauter à chaque fois, donc il faudra perdre beaucoup de stops avant que votre scénario se confirme. Mais bon, en tout cas, moi je spécule pas sur le pétrole parce que les gaps baissiers et haussiers sont tellement énormes que moi personnellement je ne vois pas aujourd'hui d'opportunité évidente à se faire là-dessus. Les options sont chères et moi je trade avec des options, donc du coup c'est pas un marché pour moi actuellement. Et par exemple, typiquement pour quelqu'un qui fait du gambling, je vous donne, et pas le trading, je vous donne un exemple qu'il peut très bien, par exemple, je ne sais pas, même aujourd'hui, acheter du pétrole, vendre du pétrole, et demain, il va faire, je sais pas, 40%, il va se sentir riche, il va se sentir en Gordon Gekko, comme dans Wall Street de 1987, se croire en génie de trading, et après faire n'importe quoi. Donc ça, c'est typiquement... c'est vraiment la gare aux victimes de la chance, donc ce marché de pétrole. Parce que vous pouvez facilement avoir de la chance sur ce marché. Si vous mettez dans quelle que soit la direction où vous mettez, une seule nouvelle peut vous faire riche. Mais ça ne va pas dire que vous êtes un bon trader. Parce que ça sera une seule fois. Vous n'allez pas pouvoir faire ça systématiquement. Vous ne pouvez pas construire votre stratégie fiable et durable en se basant sur des approches du gambling ou proches du gambling. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Voilà, donc je pense que ça sera tout. Cette semaine, c'était assez, on va dire, c'était assez léger. Donc là, je me suis arrêté sur des points de vue techniques. On est en pleine reprise technique pour la bourse américaine. Il y a eu une injection massive, encore une fois, de la part de la Réserve fédérale. Donc, on est dans le même scénario. L'argent, pour l'instant, l'argent de la Fed est en train de sauver le monde. Pour l'instant, on reste dans cette perception de marché qui se base sur les liquidités injectées par les banques centrales. Pour l'instant, ce paradigme n'a pas changé. Donc, vu que le temps que les marchés, la Fed, les banques centrales européennes fournissent des liquidités, on est tranquille. On attend que... On voit comment les marchés reprennent malgré les fondamentaux qui sont en train de s'écrouler. Il y a de plus en plus de demandes. Il y a des faillites dans pas mal de secteurs qui vont s'accumuler. Mais dans tous les cas, ils croient aux banques centrales. Le temps qu'ils le croient, les marchés montent. Voilà. J'espère qu'ils montent, vos portefeuilles montent aussi. J'espère surtout que mes conseils vous ont aidé pour profiter de ce rebond technique. Allez, Mind du Cash, à bientôt, bonne semaine.